Alors, je vais vous présenter un dossier et ces règlements de compte à Hockey Coral. Et là, tant pis si je suis enregistré. Comment vous dire, évaluer la pathologie du canoë-kayak, c'est quelque chose de compliqué, mais on a un outil que j'ai déjà utilisé. Et alors, c'est vrai qu'on était un peu en retard. J'ai déjà utilisé cet outil de 99 à 2001. Donc, on avait étudié sur 2 ans la pathologie du canoë-kayak à travers les déclarations d'assurance. C'est-à-dire qu'on avait été au siège de la Maïf et à l'époque, ils nous avaient donné l'autorisation d'accéder au dossier des patients qui, à l'époque, n'étaient pas si informatisés que ça et on avait pu établir ça. Maintenant, notre assureur militant, je vais me faire des amis encore, notre assureur militant nous a refusé l'accès à la base de données et ça fait 5 ans que je me bagarre avec eux. J'ai épuisé Céline Reculet sur ce dossier. Alors, la fédération, alors je ne devrais pas dire les choses comme ça, mais marche sur des œufs parce que l'assureur reste quand même un coût et les coûts sont, comment dirais-je, bon, les coûts visiblement avec la Maïf, c'est quand même un assureur qui fait le job, quoi. Sauf que sur l'accès à nos propres données de pathologie, eh ben, l'assureur nous a envoyé vers 2 problématiques. Alors, la première problématique, je crois que c'est la plus vraie, c'est qu'ils ont tellement informatisé leur système qu'ils n'arrivent même pas à extraire dans leur base de données. Ce n'est pas leur problème de savoir que c'est du kayak, du tir à l'arc. Et donc, ils n'arrivent pas à sortir ces dossiers-là aussi facilement. Et je crois que c'est un vrai problème technique. Donc moi, je leur ai proposé de m'initier à leur logiciel, mais ils m'ont envoyé le deuxième argument, c'est que vous n'avez pas donné l'autorisation aux médecins de la fédération d'accéder à vos données personnelles. Et que ça, c'est rédhibitoire, ça a fermé tout le débat. Et donc, du coup, ben, on est aveugle depuis... alors, il faut dire que bon, j'avais fait le boulot sur 2 ans jusqu'en 2001. Et que je m'y suis repris à partir des années 2010-2011. J'ai eu l'autorisation du BEX de refaire cette enquête, le temps d'avoir l'autorisation du BEX, le machin et tout le bordel. Et sur la Maïf, je tombe sur un mur. Mais je suis un type têtu et je pense que c'est fallacieux comme argument qu'une fédération elle a besoin de savoir leur accidentologie, quoi, et que bon, alors je sais pas, mais bon, entre les deux, Céline est partie. euh, et donc Céline, c'était la cadre, la directrice technique adjointe en charge de ce dossier. Bon, je sentais que derrière, il y avait des enjeux plus politiques, notamment sur le problème assurantiel, parce qu'il y a quand même des assurances qui peuvent vous lâcher, hein. Et on a eu quelques accidents qui ne sont pas mortels. Alors, il faut aussi savoir que les pires accidents, vous savez lesquels c'est pour un assureur? Ceux qui écoutent, les handicaps. Ouais, et le pire du handicap, et on en a eu 2 ou 3, je crois, c'est la paraplégie. Voilà. C'est un noyer, ça vaut, allez, je sais pas, peut-être 50 000 euros, quoi. Au bas mot, c'est pas très cher, quoi. Un paraplégique, c'est à vie et c'est plus de 3 millions d'euros, quoi. Donc et je crois qu'on était, enfin, ils sont très déficitaires sur la branche canoë-kayak, quoi. Donc, du coup, Céline marchait sur des œufs et du coup, j'ai pas eu accès à des données plus récentes. Est-ce que ça a changé? J'en sais rien. Voilà. Mais je vais vous présenter un peu l'accidentologie. Alors, avec. Sur l'accident, c'est pas que c'était transféré à la physiologie. Non. Hélas, non. C'est peut-être dans le circuit. Il y a peut-être une réflexion à avoir dans le circuit de la déclaration parce que comme maintenant en plus c'est informatisé, c'est-à-dire tu passes même plus par un support papier, quoi. Tu déclares ça, donc c'est extrêmement difficile de récupérer cette info, mais actuellement la commission médicale au niveau national elle est aveugle de ce que sont les déclarations vos déclarations d'assurance. Et puis aller monter une enquête ad hoc pour savoir les accidents que vous avez eus, c'est possible, mais les biais sont quand même extrêmement importants. Déjà le biais de regarder les accidents à travers les déclarations d'assurance, c'est un énorme biais, quoi, parce que
parce qu'on ne les déclare pas toutes, on a rien à foutre de l'assurance, voilà, on a la sécu, la mutuelle, et on ne va pas les déclarer. Donc, bon, déjà le registre n'a pas tant de valeur que ça, quoi. Mais voilà, bon, en tout cas, à nouveau, j'avais mis un tableau avec une distribution par âge qui n'a d'importance que si j'avais pu la corréler à la distribution des licenciés à la période étudiée, ce que je n'ai pas fait. Mais bon, ça donne quand même une espèce de représentation de la pathologie. Bon, bah, déjà, à l'époque, les hommes étaient prédominants. Plus intéressant, c'était les périodes où ben, on sait bien que, et là j'aurais dû le faire aussi dans l'enquête noyade, mais j'ai pas été jusqu'à faire cette diapo, j'ai pas eu le temps. Néanmoins, on voit bien qu'il y a des périodes, les périodes de forte pratique sont des périodes de plus grande accidentologie. Alors ce qui était intéressant dans ce topo, c'était ben, qu'au fond, contrairement à ce qu'on s'attendait, on pensait que la pathologie la plus importante était la pathologie du membre supérieur. Eh ben, c'est la pathologie céphalique qui était la plus importante. Mais il faut dire qu'à l'époque, et c'est après du reste ce travail qu'on a introduit une contrainte pour les poloïstes, contrainte qu'ils ont du mal à supporter. Elle ne m'écoute pas. C'est on a introduit le casque à grille, qui est quand même très très chiant. Voilà, on a introduit le casque à grille parce qu'on avait repéré que une grosse partie des lésions étaient kayak polo dépendantes. Bah, et donc du coup, on a rendu le casque à grille, on va dire, obligatoire au niveau compétition, quoi. Voilà. Et ça a quand même énormément diminué les accidents, qui n'étaient pas forcément des accidents graves, mais qui étaient quand même des accidents dentaires, des plaies du visage, des trucs pas toujours très agréables à gérer. Donc, dans les accidents de la face, il y avait donc les dents qui représentaient presque la moitié des déclarations des assureurs, comme quoi les kayakistes étaient extrêmement courageux de déclarer cet accident, qui n'était pas pris en charge et toujours pas pris en charge par la Maïf. Donc, faites attention à vos dents, c'est pas pris en charge par l'assurance de la Maïf. Et puis, voilà, après, il y avait une répartition des plaies de lèvres, des traumas de mâchoire, du nez, etc. Donc, et ça représente 40% des lésions. Et les deuxièmes lésions, c'était les lésions du membre supérieur. Donc, dans les 40%, on avait pratiquement, enfin, pas tout à fait la moitié, qui étaient des lésions d'épaule. Et on avait membre sub, et puis des lésions au niveau des mains aussi, hein, qui représentent presque 27% des lésions. Au niveau du membrane, le dénominateur était beaucoup moins important, hein, puisqu'on avait beaucoup moins de lésions membrane. Elles sont où les lésions membrane? Elles sont à 16%. D'accord. Donc le dénominateur est plus faible. C'était donc des traumas de genoux qui étaient surtout des accidents de baignade en fait. Tu sors du bateau, tu as le pied qui va se pousser dedans. Hein? Quand tu sors du bateau et que tu descends, voilà. Tu as la jambe coincée. Là, ouais, là, ça tape. En fait, c'est surtout des accidents de, comment dirais-je, de membre inférieur. Donc, il fallait choisir entre risquer de se luxer en esquimotant ou nager et se péter les genoux. Les pieds, voilà. C'est dans sur les pieds, jambes à chaussée aussi. Alors, oui, après, et ça reste un vrai problème du reste, hein, et ça reste aussi un problème dans la partie de demain après-midi, là, enfin, de cet après-midi, sur les problèmes d'infection de bord de bassin. Je vais pas trop. Alors, après, ça va, moi j'ai encore un peu de temps. Après, sur les pathologies de l'épaule, parce que je crois que j'ai un topo sur l'épaule, je vous ai dit à peu près sur l'épaule. Donc, c'est un sujet, bien sûr, qui m'a passionné dès mon plus jeune âge, puisque c'est mon sujet de thèse sur la pathologie de l'épaule en canoë-kayak. Que vous dire sur l'épaule, si ce n'est que, en gros, le plus gros accident, l'accident du jeune, c'est les accidents d'instabilité.
Alors, dans les accidents d'instabilité, ce n'est pas toujours des luxations. D'accord? La luxation, c'est l'accident d'instabilité final, en quelque sorte, le plus important. Mais quelquefois, on a des épaules qui sont instables, qui vont se balader assez loin dans la capsule articulaire et qui entraînent des douleurs chroniques qui ne sont pas forcément des tendinites, d'accord? Comme contrairement à ce qu'on voit assez souvent dans les diagnostics, mais qui sont en fait des vraies lésions d'instabilité. Dans les lésions d'instabilité, on a la slap lesion, là, je ne sais pas si tu en parleras. C'est-à-dire qu'en fait, on a des ménisques. Je dis ménisque parce que ce n'est pas le bon terme. Le bon terme, c'est bourrelet glénoïdien. Donc, le bourrelet glénoïdien, c'est une forme de ménisque qui vient augmenter la congruence de l'épaule. L'épaule, en fait, elle tient sur une pièce de 2 euros. D'accord? Et nous, quand on endort les gens, on fait très, très attention aux épaules parce que on les luxe. Hein. Enfin, on essaye de ne pas le faire, mais quand le malade il est curarisé, ben, l'épaule, elle ne tient pas. Donc, on peut la luxer facilement. On la déluxe assez facilement, mais si on tire un petit peu dessus en position en haut, en bas et comme ça, là, on peut facilement la sortir de son logement dès lors que le malade il est endormi, curarisé et que le tonus musculaire a disparu. La stabilité de l'épaule, elle tient sur vraiment une pièce de 2 euros. Quoi. OK? Et donc chez nous en kayak, on a quand même une sollicitation d'épaule qui est extrêmement importante. Et donc, ce que j'avais réussi à démontrer à l'époque, c'est que il faut avoir un certain niveau de pratique pour se luxer les épaules. C'est de moins en moins vrai maintenant, puisqu'en fait, le plus gros accident, c'est au moment des esquimotages. Okay, puisqu'au moment des esquimotages, vous avez un mouvement important. Voilà, et ce mouvement-là, cette armée, entre guillemets, là, est extrêmement risqué. Alors, il n'y a pas que l'esquimotage, il y avait aussi tous les mécanismes de coincement. La pagaie se coince entre deux rochers. On ne lâche pas la pagaie parce qu'on ne lâche jamais sa pagaie. Et du coup, forcément, de la rotation s'installe, rotation forcée, ouverture de l'épaule et luxation. Alors après, bien évidemment, je ne sais pas exactement, ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas vu, je crois quand même que les mesures de prévention qui ont été mises en place ont largement diminué le... il faut que je libère peut-être. On te voit très bien, t'inquiète pas. Ont largement diminué le... Comment dirais-je les luxations, moi j'en vois un peu moins. Alors c'est vrai aussi peut-être que je ne suis pas au courant de toutes les luxations. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je n'effleure pas trop le sujet hein, parce que je pense que tu vas revenir dessus. Le deuxième champ de pathologie, et bah, ça y est, je suis dedans, moi, c'est la pathologie du sujet plus âgé, okay, où à ce moment-là, on a des conflits. Il y a donc des muscles importants au niveau de l'épaule. Je peux essayer de vous donner quelques petits schémas, mais bon, ça n'a pas d'importance. Je vais le faire oralement. On a donc, je crois, de mémoire, 21 muscles qui font ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Et un certain nombre de ces muscles, et notamment l'infra-épineux, c'est ça, moi je parle en ancienne anatomie, donc le sus-épineux, okay, ce muscle-là, il passe dans la gouttière acromiale, ici, là, et en fait, il est dans un espace qui est extrêmement restreint. Et il suffit que la stabilité d'épaule ne soit pas extraordinairement bonne, que l'épaule soit un petit peu trop haute, il va venir frotter sur le bord de l'acromion. Après, il y a toute une discussion sur la forme de l'acromion, parce qu'il y a des sujets qui, anatomiquement, et ça j'ai oublié de vous le dire aussi pour l'épaule, mais j'aurais dû vous le dire pour faire une digression, sur l'épaule, il y a des gens qui, anatomiquement, ont des épaules beaucoup plus instables que d'autres. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez un bourrelet glénoïdien qui n'est pas très solide et si vous avez une forme d'épaule qui n'est pas très solide, il y a des gens qui ont des épaules instables. Et ce n'est pas de la faute du kayak, c'est du fait qu'ils vont découvrir le kayak et ils vont trouver leur instabilité d'épaule. Mais ils peuvent la trouver en ping-pong. Okay, c'est-à-dire, en ping-pong, il y a des possibilités de se luxer l'épaule dans les grands mouvements de ce match-là. On peut la trouver en tennis, on peut la trouver dans différents endroits. Et l'esquimotage est quelquefois, pour un certain nombre de sujets, un révélateur de leur instabilité d'épaule. Voilà. Donc, je reviens sur
l'autre pathologie, l'autre grand champ de pathologie, qui sont les ruptures de coiffe des rotateurs. D'accord? C'est-à-dire que dans un certain nombre de situations, le tendon, il y a un peu d'arthrose, enfin d'ostéophytose qui s'installe autour des zones de frottement, l'os réagit un peu. Du coup, ça vient frotter sur le tendon. Donc, quelque part, c'est une tendinite, on peut dire que c'est ça. Mais la forme ultime de cette tendinite, c'est la rupture du tendon et la rupture de la coiffe des rotateurs. Voilà. Après, il y en a 21. Donc, on arrive toujours à se débrouiller pour en faire quelques-unes. Mais c'est vrai que le sus-épineux, il a quand même un rôle important parce que le deltoïde qui va monter l'épaule, là, il est au bord, là. Donc, c'est très embêtant pour monter l'épaule comme ça, là, tac. Épineux, lui, il vient tirer comme ça, là, de façon à ce que, il y a un bras de levier qui s'installe pour que l'épaule puisse monter. Enfin, tu me remontreras peut-être un peu mieux que moi, là, mais en gros, si vous voulez tirer, comment vous dire, si vous voulez tirer un objet comme ça, si vous mettez une pour démarrer donc là, vous essayez de tirer comme ça à plat sur votre truc pour le faire monter. Mais si vous mettez une petite corde ici, là, juste avant le centre de rotation, hop, après le moment il va y avoir un petit angle de 30 degrés, là, le sus-épineux va permettre d'ouvrir l'épaule autour de 20-30 degrés, et après, derrière, le deltoïde qui est hyper puissant, il fait monter le reste, quoi. OK? Vous avez pigé cette espèce de bras de levier, et ce sus-épineux, forcément, pour qu'il marche, pour qu'il marche, ce sus-épineux, il faut qu'il passe dans une gouttière au-dessus du centre de gravité de la tête humérale. Donc, il faut qu'il se fixe au-dessus de la tête humérale. Donc, il vient la tirer ici, OK, pour pouvoir après, derrière, laisser le deltoïde faire le boulot, quoi. OK? Mais lui, par contre, puisqu'il doit aller l'attaquer au-dessus de la tête humérale, il va la crocheter un peu au-dessus. Donc la tête humérale est comme ça, il vient le crocheter ici, il l'ouvre un tout petit peu, et après, il l'est. Sauf qu'il est bloqué entre l'acromion et l'épaule. Et si l'épaule, elle remonte un peu trop, ben, il est un peu écrasé entre l'acromion et la tête humérale. Voilà. Et donc, c'est l'impingement syndrome, c'est, comment on appelle ça, le syndrome de Ners. Enfin, il y a 12 000 noms pour dire ça. Et c'est au début une tendinite du sus-épineux. Et à terme, c'est une rupture éventuellement du sus-épineux. Et ça, c'est emmerdant parce que quand la rupture est complète, il faut la réparer chirurgicalement parce que les gens, ils sont obligés de faire ça pour démarrer, quoi. Cette partie-là, elle est douloureuse. La plupart du temps, elle est douloureuse. Voilà, ils ont du mal à démarrer. Et après, bah, une fois que c'est démarré, ils peuvent se coiffer, il n'y a pas de problème, quoi. Il y a ça pour faire des échauffements. Alors, tout ça, non? On va parler après, peut-être. Ouais, je ne vais pas effleurer ton sujet. OK. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, sur le rachis, sur la pathologie du rachis, il y a un débat qui est quand même complexe, mais la différence, moi, je pense que le canoë-kayak est un excellent traitement des pathologies rachidiennes. Parce que, contrairement aux mecs de l'aviron, nous, on utilise notre dos en rotation. Les mecs de l'aviron, du reste, c'est assez marrant parce que quand on les regarde, les avironneux, ils n'ont pas là, ces trucs-là qu'on a ici. Là. Vous avez vu tous, on a des machins là, qui font qu'il faut trouver des chemises une taille au-dessus pour pouvoir rentrer dedans, quoi. Quand on est bien entraîné, là, on a ce grand dorsal ici qui est très développé. Les mecs de l'aviron, ils l'ont pas parce qu'eux, ils sont dans un strictement horizontal. Or, nous, on a de la rotation. D'accord? Et nous, on fait de la rotation d'épaule. Et cette rotation, elle nous développe une musculation qui est extrêmement importante. Il y a une pathologie dont il faut se méfier, et qui est une pathologie du jeune, et qu'on est en train de chercher à travers une étude ad hoc sur les sportifs de haut niveau, qui est la lyse isthmique. Alors, la lyse isthmique. Alors, c'est quoi la lyse isthmique? La lyse isthmique, c'est une pathologie. Ah oui, je pourrais faire du tableau. La lyse isthmique, c'est une pathologie, comment dirais-je, du sujet jeune, qui, alors. Ouais. Je vais profiter, alors par contre, on va peut-être pas me voir sur le tableau. Là.
pas projeter. Si, on va le voir. Attends. Alors, je ne suis pas un très bon dessinateur. Ceci est une vertèbre, ça pourrait être toute autre chose. En gros, à l'intérieur, là, il y a la moelle, là, okay, qui est plus ou moins grosse. Elle est très grosse en niveau du rachis cervical. Donc, j'ai fait une coupe de face, là, d'accord? Et là, ici, c'est une petite structure osseuse qui est un peu fragile, qui est les ischios. Quand on travaille trop dessus, ils finissent par s'abîmer un petit peu. Et donc, du coup, c'est surtout les gymnastes qui ont eu ce genre de choses, parce que c'est vraiment des mouvements de bassin qui sont extrêmement importants. Alors, on a eu quand même quelques sportifs de haut niveau, qui ont eu cette pathologie-là, qu'on n'a pas forcément super bien détectée. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a donc notre vertèbre qui est ici, hop, notre petite isthme, et puis notre apophyse épineuse, ok? Eh bien, si c'est lisé, il se passe un truc tout bête, c'est que celle du haut, elle va glisser. Elle va être moins stable et elle va glisser ce qu'on appelle un antélisthésis. Ok? C'est un terme de jargon pour dire que la vertèbre, elle a glissé devant. Alors, en fait, quand ils vont faire l'analyse sismique, ils vont avoir un peu mal, mais à la limite, c'est des warriors, donc ils vont continuer à naviguer, il n'y a pas de problème. Bon, ils auront mal au dos, ils auront peut-être un peu nostalgique. Sauf que à terme, ils vont, à un moment ou à un autre, ça va glisser, il va y avoir cette antélisthésis, et là, la moelle a le moyen d'avoir un petit virage à faire, quoi. Donc, derrière, à chaque fois, il y a un nerf qui sort de chaque racine, hein, et donc, sciatique, par exemple, ou un autre nerf qui sort d'ici, là, et forcément, il peut être l'objet d'une compression. OK? Donc, ce n'est pas forcément la hernie discale qu'on a. La hernie discale, c'est 80% des gens, à partir de mon âge, on a tous une hernie discale, quoi. Il suffit de ne pas faire d'IRM pour vivre heureux. Et la question, c'est quand la hernie discale, elle vient comprimer une racine nerveuse, là, on vit malheureux, parce qu'effectivement, ça fait très, très mal. Et la complication ultime, c'est on perd une partie du territoire. Et quand un nerf est abîmé, le muscle qui est derrière, il s'atrophie, quoi. Donc, c'est quand même, il peut y avoir quand même des complications importantes d'une hernie discale. Et la lyse sismique, c'est compliqué, mais en fait, on la détecte. Il faut, chez les sujets jeunes, c'est le message que je veux faire passer. Un jeune qui a mal au dos, c'est alerte rouge, quoi. D'accord? C'est pas pareil qu'un vieux qui a mal au dos. Un vieux qui a mal au dos, c'est un vieux, quoi. Mais un jeune qui a mal au dos, c'est peut-être une lyse sismique qu'il va falloir repérer et il va falloir l'arrêter le temps que ça guérisse et que ça ne se complique pas par cette antélisthésis. Puis c'est assez long un peu à diagnostiquer, j'ai l'impression. C'est hyper difficile de diagnostiquer. Hyper long. Hein, parce que l'IRM n'est pas très performante. Ouais, c'est ça. Parce que l'IRM, elle vous permet de faire un contraste entre du gras et de l'eau. Et le scanner, il fait un contraste entre de l'os et de l'eau ou du gras. D'accord? Mais donc, on voit mieux au scanner les lyses sismiques parce qu'on cherche de l'os qu'en IRM. Quand on cherche de l'os, il faut faire du scanner. Quand on cherche une lésion quand on cherche un mélange entre du gras et de l'eau, on fait plutôt une IRM. Il me reste 3 minutes. Question. On connaît le phénomène déclencheur de pathologie? Ah oui, c'est forcément des sollicitations prolongées sur le bassin. Et en kayak, il y a eu tout un débat, notamment chez les slalomeurs, pour savoir comment on positionnait le bassin. D'accord? Il y a eu
des débats profonds. On a même perdu un docteur qui est parti, du coup, un des médecins des équipes de France, là, parce que ça engage et que Quand on parle de position du bassin, on parle de l'assiette du siège. ouais, mais là, il faut que tu demandes à Claire parce que c'est super technique. Mais en gros, ils ont eu un moment, une grosse expérimentation. Comment il s'appelle, celui qui était zut, un des entraîneurs nationaux qui était un grand fan de ça. Non. Bon, enfin, peu importe qui. Qui était avec Émilie Fer. Ah, c'est pas que. Voilà. Alors, de famille. Ouais, qui était un grand fan de de ce positionnement du bassin en antéversion, je crois. Ça dépend beaucoup de la souplesse de chacun et chacune. Voilà. C'est que naturellement, quelqu'un qui est pas très souple et qui va être calé, il va avoir un bassin, ce qu'on appelle en rétroversion. Sauf que, effectivement, les entraîneurs, et après, dans une pratique sportive, invitent à basculer le bassin en antéversion. Voilà, parce que ça permet d'engager les abdos, d'aller chercher un peu plus d'allongement, d'avoir un meilleur transfert. Et cette musculature spécifique comprime énormément les psoas, les muscles qui sont à l'intérieur de la hanche. Et ça demande énormément de musculature qui peuvent être aidées par le calage, forcément. Mais on est dans un phénomène de compression, sachant que les slalomeurs sont vraiment très, 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 très calés pour la plupart. Parce qu'on supprime de la circulation sanguine. Pour faire de l'activité, c'est bien que ça se fait. Donc, il y a toutes ces questions-là. Nous, en polo, c'est des vrais sujets aussi sur la manière dont on se cale, parce qu'en plus, nous, on prend des chocs et des impacts. Mais moi, j'aurais tendance à dire un peu comme Sylvain que ça, c'est un phénomène de protection du dos, mais ça ne résout pas le problème de la musculature qui fait que quand on va être en notion de déséquilibre, en vivre, en mer, voilà, en polo, c'est une forme de protection, mais ça ne veut pas dire que vos muscles agissent pour protéger votre dos. La posture, c'est une chose, mais c'est surtout la ceinture musculaire qui va permettre de protéger les vertèbres autour et tout ce qui est filaire. Si j'ai bien. En plus, en slalom, il y a beaucoup Après, ce qui est important, en fait, c'est la mobilité plus que la posture. D'avoir la capacité de pouvoir basculer avant, arrière, comme il dit, nous, l'avantage, c'est qu'on a un sport à rotation, donc ça fait bouger aussi le corps. C'est ça qui est important, finalement, c'est la mobilité, la capacité à pouvoir se déhancher sur l'autre. Ça, c'est plutôt simple pour le corps. Mais donc, ouais, cette antilordose naturelle, elle est une situation qui favorise effectivement la compression sur les apophyses articulaires postérieures et du coup favorise potentiellement la lysismie. Et donc, on la recherche là. Chez les athlètes de haut niveau inscrits en liste, c'est un travail. Vous êtes au courant? Ouais. On a eu une intervention là, tous les cadres avec Thomas Calais, le médecin des équipes de France, ont été sensibilisés aux cette pathologie pour les athlètes. Là. Donc, les athlètes inscrits en liste, ils vont pouvoir être sollicités pourvu qu'ils répondent. Il y a les athlètes et aussi les débutants qui sont peut-être pas suffisamment musclés. Ouais, mais sauf que nous, on a besoin d'un dénominateur. Ouais, d'accord. C'est de prendre des données chez les athlètes parce qu'on ne va pas leur donner. Les qui faisons dans la situation de la prévention, souvent je leur dis tenez-vous droit. Oui. Déjà, tenez-vous droit dans votre kayak, ils ont du mal à rester comme ça. Souvent, ils sont à la machine. Et ça. La question, c'est tenez-vous droit, mais pas trop quand même, quoi. Voilà. Voilà, parce que les hypercalages et tout, c'est probablement un facteur de risque de cette maladie. Quoi. Mais bon,
En plus, le Moi, problème, généralement, on n'est pas très calé dans les kayak. le problème, c'est que les gens, ils font pas que du kayak, quoi. Et ça, c'est super complexe à repérer. Parce que sur une pathologie comme ça, le gars, il est sportif, il a fait un peu de gym dans sa vie, il fait des trucs, en plus, il touche de la fonte. Ouais, mais il n'a pas une touche spécifique au kayak. Non, mais quand on cherche une pathologie, il faut pouvoir l'imputer. C'est un peu le même problème avec les épaules, hein. C'est sûr que Savoir si c'est la pratique du canoë-kayak qui fait qu'il y a la patho, ou si c'est sa vie à côté qui est là pour Il y a un recul, c'est de fois amené à la pathologie par la pratique. Si la pathologie n'est trouvée que chez les slalomeurs ou elle est trouvée aussi chez d'autres Type de Le pratique. problème, c'est que, enfin, tu as compris que au début, on s'en fout parce que ça fait pas mal, enfin, ça fait un peu mal et puis ça guérit, quoi. Et c'est une pathologie qui va pourrir la vie de l'athlète à partir à partir du moment où il sera retraité de sa pratique. Chez les nageurs, les sports à répétition, souvent, ils sont sujets à ça. Nageurs, Or, nous, ça, c'est un truc qu'on a du mal à repérer. Donc, on est parti pour de nombreuses années, là, pour essayer de le repérer et pourquoi on a choisi la population des athlètes de haut niveau? Parce que c'est probablement les plus sollicités. Et puis parce qu'on a un dénominateur, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits en liste et que du coup, on peut les harceler, quoi. Il y a un C'est les plus suivis aussi. C'est les plus suivis. Non. ils ont un suivi médical obligatoire, réglementaire, qui est de Oui, alors, 30 ans. alors, on peut discuter Donc, comme tout le monde. on peut discuter de la peau de chagrin du suivi médical réglementaire. Ça dépend de la discipline qu'ils pratiquent, on va dire. Les Olympiens ont des médecins en stage, les autres se débrouillent. Oui, et puis, enfin, comment vous dire, on n'est pas dans une fédé qui a beaucoup investi dans le médical, quoi. Si je peux me permettre Oui, tu as raison. les remarques, et c'est le président de la commission médicale qui vous le dit, la bagarre est constante, mais voilà. Et en plus, avec une grande dissociation, enfin, les liens sont difficiles à tenir. J'ai réussi, normalement, réglementairement, on doit avoir une réunion du haut niveau par an. J'ai réussi à attraper Rémi après 1 an de harcèlement, ce qui est quand même le paradoxe, c'est que le bénévole de la fédération, qui est le président de la commission médicale, court après le professionnel pour avoir enfin une date et établir une réunion. Ça a duré, notre affaire a duré 1 an. L'Olympiade, on est à combien de l'Olympiade là? On est à mi-chemin là. Ah non, on est à moins d'un an. Ouais, on est. Voilà. Bon, allez. Voilà. Et du coup, une réunion qui est censée être annuelle, voilà, on l'a fait. Et avec encore pas tous les acteurs présents, le tout en distanciel, etc. Pour une petite anecdote, en kayak polo, par exemple, les stages d'équipe de France, l'ensemble du staff est bénévole. Et donc, nous, on a la chance d'avoir un ostéopathe de kiné qui viennent gratuitement pour s'occuper des athlètes. Mais autrement, ce serait de l'autonomie totale autour de la personne. S'automasserait. Et c'est une porte ouverte à plein d'emmerdes du reste, hein. Je vous rappelle une histoire très très ancienne qui reste encore dans quelques mémoires de la fédération. Pour ceux qui sont les plus anciens, ça s'est passé, je crois, à Los Angeles, c'est ça, où des athlètes en pleine séance de sophrologie ont juste oublié de prendre leur départ. En course en ligne, ouais. Voilà. Bon, donc, de temps en temps, on n'a pas de médecine. Est-ce qu'on peut rend les poser, choses compliquées, comme la. Ah oui, je veux dire. Oui, moi j'avais une petite question par rapport, donc par rapport au traumatisme. Je me demandais s'il n'y avait pas un sujet autour de l'impact de l'esquimotage, enfin, ou du fait d'avoir la tête dans l'eau sur ce qui peut arriver par rapport à la sphère ORL. Oui, clairement. Parce que
Personnellement, je sais que quand je m'entraîne à l'esquimotage en piscine, maintenant j'ai tendance, bon, outre le pince-nez, à me mettre aussi des bouchons d'oreille pour éviter d'avoir tout le temps de l'eau qui rentre un peu violemment dans les oreilles. Et je crois que enfin, d'autres personnes le font aussi parce que après, bah, ça fait de l'eau qui reste dans le conduit auditif et je crois que c'est pas terrible. Alors, la réponse, oui, clairement dans les épreuves, enfin, dans les entraînements d'esquimotage, euh, les sinus sont un petit peu nettoyés par l'eau de la piscine, quoi, qui normalement est quand même relativement stérile, surtout avec tous les produits chimiques qu'il y a dedans. Donc, le risque infectieux en piscine, il n'est pas non plus énorme. Et puis, c'est vrai que le pince-nez, ça reste un peu Tamagotchi, quoi. Enfin, une espèce de truc qui fait que tu l'auras jamais en rivière, quoi, parce qu'il faut quand même respirer, quoi. Donc, moi, c'est vrai que j'ai tendance les gens, ils font comme ils veulent, quoi. Mais je veux dire, le pince-nez n'est pas obligatoire dans l'épreuve d'esquimotage, quoi. Mais après, tout dépend un peu de la dynamique des sinus de chacun, quoi. Quant aux oreilles, normalement, il y a un tympan derrière, et le tympan, c'est normalement une barrière qui ferme le conduit auditif. Bon, après, bah voilà, il y a un petit peu dans les oreilles, si tu as trop de effectivement, ces gens, si tu as des poils, mais sinon, voilà, le conduit auditif, il sèche. En rivière, ça pourrait être éventuellement un facteur potentiel d'infection. Allô? Mais bon, on verra cet après-midi. Paix aux germes de bonne volonté. Une attention, je vais arrêter. Sur les oreilles, j'ai eu des otites pendant 3 semaines. Le stage d'esquimotage, il était en piscine, donc elle a été malade après un stage d'esquimotage en mer. Oui, mais bon, la mer, c'est pas pareil. Hein. Et puis, putain, stage d'esquimotage, walou. Ouais, c'est les chocs sur le tympan. J'ai fait attention parce que je sais que j'ai des oreilles, donc j'ai fait. Et oui, je suis pas juge. Non, mais sur l'hyperstimulation, puis c'est vrai que pour moi, l'esquimotage, c'est quand même un geste relativement traumatisant. Donc après, il y a des tas de techniques d'esquimotage. Alors, on peut aller jusqu'au bout là, du raisonnement sur l'esquimotage. J'espère que je n'explorerai pas de son sujet. Moi, je ne suis pas un très grand fan en rivière. Hein. Je parle bien de la rivière et je parle bien de ce qui a été ma passion, la haute rivière. D'accord. Donc, je ne suis pas un grand fan de l'esquimotage central. Parce que dans l'esquimotage central, vous avez une phase où vous avez la gueule dans le rocher. D'accord. Et vous avez donc un mouvement qui est un peu une phase où vous êtes extrêmement exposé. Alors, bien sûr, vous allez essayer d'y mettre le casque, et ça. Bon, et j'avoue que moi, je suis un vieil esquimoteur, et moi, j'esquimote. Enfin, j'esquimote en centrale quand tout va bien, hein, que l'eau est belle et que la machin. Mais quand je suis dans la mer, j'esquimote en latéral. Là, je suis comme ça, hyper protégé. J'ai une pagaie qui est un gros protecteur qui m'a déjà rendu quelques services. Et puis de toute façon, à un moment ou à un autre, quand tu vois le rocher, tu appuies dessus et tu as esquimoté. Mais il y a une espèce d'esquimotage opportuniste, mais cette protection qui est le mouvement à l'ancienne, hein, ça se fait plus maintenant. Hein. Ça se fait plus, hein, mais moi personnellement, je continue à enseigner et je me fais engueuler dans mon club. Hein. Elle peut en témoigner, Patricia, bien qu'elle soit dans les réseaux sociaux. Mais je continue à enseigner cet esquimotage qui, quand on regarde les vidéos des mecs qui font du gros, hein, à la fin, au début, ils esquimotent en centrale. Et à la fin, ils lâchent le latéral parce que le bras de levier, il est énorme. Et que la protection d'épaule, elle est quand même meilleure. C'est-à-dire, bien sûr, il ne faut pas aller faire un truc comme ça. Mais vous êtes là, vos épaules sont collées au corps, ok,
et vous avez un énorme bras de levier. Donc, Avec les pagaies à 45 degrés, c'est ça. c'est un peu plus chiant. Il faut d'abord, c'est chiant les pagaies à 45 degrés. Et deuxièmement, surtout quand tu fais de la haute rivière, c'est quand même très très chiant. Et deuxièmement, il faut comprendre l'angle. Mais tu le comprends ici, d'accord? Et puis tu as quand même une sensation d'appui. C'est-à-dire tu cherches l'appui. Et l'appui, avec le bras de levier que tu as, tu n'as même pas besoin d'appuyer. Le manche de la pagaie suffit pour esquimoter, quoi. J'ajouterais qu'à l'apprentissage, c'est bien de commencer par ça, parce que ça fait vraiment travailler le mouvement au niveau du ventre. Moi, Par personnellement. le basculement du buste. Bon, après, les kayaks poloistes, eux, ils esquimotent en passant par derrière, c'est ça. Hein. Tac, et bling, avec le grand geste de l'épaule, là. Ah, c'est comme cette nappe à la pagaie, Freestyle, ça. moins. En fait, tu esquimotes pratiquement que avec les hanches. Ah, tu esquimotes systématiquement sans pagaie. Quoi. Bon, souvent, quand tu tombes à l'eau, c'est que tu as le ballon dans les mains, déjà. Donc, en fait, déjà, le ballon, c'est ton support d'esquimotage. Donc, c'est vachement plus. Tu as le droit de les garder? Tu as 5 secondes. Ah, d'accord. Ouais, 5 secondes. Ouais, Mais si tu tombes à l'eau, quand on tombe à l'eau, c'est souvent qu'on nous a poussé. Ouais, je sais bien. C'est sympa ce kayak polo. Et quand tu as poussé sans que tu te rendes compte et sans que tu aies les Ouais, c'est mesures, là. En fait, les mesures contraves. c'est plutôt là les risques. Mais finalement, moi, je me suis plus fait mal quand je me suis jetée moi-même à l'eau pour un ballon que quand on m'a poussé. Parce que souvent, les risques, en fait, c'est les gens qui débarquent au passage. C'est pas spécialement la poussée, c'est plus les bateaux qui ont C'est sûr, environnement. déjà pris un coup de lapin comme ça, tu vois. Peut-être qu'ils tombent sur le kayak et le reste des épaules qui tombent dans l'eau. Donc, j'ai partiellement répondu à ta question. En tout cas, oui, c'est sûr que si les gens ont une fragilité après, vous entendez moins ce qui se passe en rivière, quoi. Et puis, sûr qu'il y a une espèce de on fait un c'est pour ça que c'est cool. Il y a une trompe de stage qui a Oui, par l'autre côté, ouais. Voilà, il faut quand même. Pour aller mettre de l'eau par la trompe de stage, elle est quand même en théorie fermée. C'est pas. Tu peux éclabousser violemment aussi, et puis tu prends un splash d'eau froide, et là tu le sens de 3 jours. Un choc sur l'eau au moment de la chute. Enfin, tu peux te prendre une grosse vague, là, un truc. Après, il y a des phénomènes. Surf, là, oui, quand tu fais du kayak surf. Des costauds, ouais, qui peuvent arriver pour ceux qui font beaucoup de vagues. Oui, les gars qui font du freestyle, là, ouais, eux, ils doivent manger. Là. Je pense qu'effectivement, eux, ils ont des mouvements de puissants, ou alors en kayak surf, quoi. Il peut avoir effectivement une poussée, une pression sur l'eau et sur le tympan qui est importante. Il y en a quelques-uns des phénomènes d'exostose. Oui, après, la vraie question, c'est que oui, les gens, ils deviennent sourds parce que la surdité, la pressyacousie. Donc, ce qui est compliqué, c'est comprendre. C'est aussi le problème du mal de dos en kayak. Hein, c'est est-ce que le mal de dos en kayak est plus fréquent ou moins fréquent? Mais comme c'est une pathologie extrêmement fréquente, voilà. Est-ce qu'il y a plus de lésions ORL chez le kayakiste? Je ne suis pas archi sûr qu'il soit plus sujet à des angines et des choses comme ça. Il faudrait vraiment comparer deux populations identiques, de même âge, de même sexe, avec les mêmes antécédents et mesurer en plus des pathologies qui sont difficiles à mesurer parce que les pathologies ORL, les virus, il y a des gens, ils ont un petit truc là dans la gorge, ils sont tout de suite chez leur médecin à fond les gamelles quand ils en trouvent un. Il y en a d'autres, ils s'en foutent, quoi. Ils savent que c'est une angine virale, ils vont avoir mal à la gorge pendant 3 jours, et puis au pire, ils prennent un peu de Doliprane et basta, quoi. Et il n'y a pas de consultation. Donc mesurer l'incidence d'une maladie, c'est déjà un peu compliqué, et comparer deux groupes de population, c'est compliqué, et prouver qu'il y a un lien dans une pathologie, c'est encore plus compliqué. Mais là, si vous êtes passionné par ça, je peux vous faire une démonstration extrêmement simple. Il faut savoir que les gens qui fument ont des cirrhoses du foie. Le lien est très fort. Ouais. Et par contre, les gens qui boivent, ils ont des cancers du poumon. Le lien est très très fort. Et pourquoi? Où est le facteur de confusion? Tu bois, tu fumes. Les gens qui boivent fument. D'accord? Donc, vous avez créé une causalité qui n'en est pas une. D'accord?
C'est pas parce que vous avez un lien de causalité, que vous avez une distribution qui vous montre que c'est vrai. Les gens qui fument, ils ont plus de cirrhose. Il n'y a pas de discussion. C'est vrai, ça se constate. Mais c'est pas ça qui fait la cirrhose. C'est pas parce que vous avez un lien statistique que vous avez une causalité. Petite démonstration d'épidémiologie. Super.